Salut à tous et bienvenue sur Annex, moi c'est Flavien et aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un sujet que je trouve particulièrement intéressant. On va parler d'éléments graphiques qui sont tout autour de nous. Ça fait vraiment partie de notre quotidien. On les voit dans les gares, dans les aéroports, sur nos écrans, peut-être même sur des télécommandes, enfin c'est de partout et on n'y fait plus tellement attention. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des pictogrammes, des icônes et des emojis à travers le design. Ok, commençons par les pictogrammes. Qu'est-ce que c'est? Un pictogramme, c'est un dessin figuratif qui va venir représenter une situation, une action ou même juste une idée. Et le but, c'est que ce soit des dessins le plus clairs possible. Parce que ça va surtout être utilisé pour donner des informations. Et du coup, il faut que ce soit lisible et clair. Mais de quand datent à peu près les premiers pictogrammes? En fait, on pourrait se dire que les peintures rupestres dans les grottes de Lascaux, c'est des pictogrammes. Ouais, on voit des personnages jeter des lances sur des animaux. Et grâce à ce petit dessin assez clair, on comprend que c'était des chasseurs. Bon, allez, venez, on va faire un petit bond dans le temps et on va arriver en 1964 au Japon. À ce moment-là, Tokyo accueille les Jeux Olympiques d'été et l'équipe qui est en charge de la communication arrive à un problème assez rapidement. Leur problématique, c'est comment est-ce que les personnes qui vont venir nous voir, ils vont pouvoir nous comprendre parce qu'ils parlent pas japonais et ils le lisent pas non plus. Et c'est là qu'ils ont une idée, c'est qu'ils vont remplacer les mots par des images et ils vont créer 20 dessins qui vont représenter les différentes disciplines olympiques plus 39 autres qui eux vont servir à indiquer le public. Et donc ils les conçoivent de la manière la plus simple possible pour que ce soit compris par des personnes de cultures différentes et de langues différentes. Et depuis ça, les pictogrammes sont devenus un élément essentiel dans la communication des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que toutes les éditions qui vont suivre auront leur propre pictogramme. Et ces Jeux Olympiques là, en plus des pictogrammes, ce sera la première fois qu'ils auront une identité visuelle propre. Et donc une équipe de graphistes va se pencher sur la création de flyers, de programmes, de médailles, etc., etc. Ça va remporter un succès de fou, à tel point que ça va être repris dans d'autres événements internationaux. Par exemple, Katsumi Masaru, qui était le directeur des Jeux Olympiques de 64, il va être appelé à faire des supports similaires, mais cette fois pour l'exposition universelle de 70 à Osaka, ou encore les Jeux Olympiques d'hiver en 72 à Sapporo. Et donc cette identité visuelle et surtout les pictogrammes, ils vont changer la façon même qu'on a de communiquer plus tard. C'est-à-dire que le monde entier va reprendre cette idée-là, mais pas que pour les événements sportifs, ça va être aussi pour les aéroports internationaux par exemple, ou encore les gares. Et comme ça va faciliter la compréhension du public dans ces lieux. Ok, maintenant on sait ce que c'est un pictogramme, mais c'est quoi la différence avec un icône? On va appeler un pictogramme un icône quand cette fois c'est utilisé sur une interface utilisateur. C'est-à-dire que ça peut être dans une application, ça peut être un fichier, ou encore ça peut être une commande sur un logiciel. C'est dans les années 80 avec les premières interfaces et notamment avec le Macintosh d'Apple qu'on va chercher un moyen de créer des éléments pour simplifier l'utilisation des écrans. Et du coup, Steve Jobs et Andy Hertzfeld, eux, ils vont faire appel à une graphiste américaine du nom de Susan Kare pour développer ces éléments. Cette graphiste qui a cette mission-là de créer ces éléments, elle part de zéro, il n'y a rien avant, il n'y a même pas Pinterest pour l'aider. Alors, elle va utiliser ses compétences artistiques, mais surtout ce qui l'entoure. Et donc à l'époque, les écrans ils ont pas des résolutions de fou, donc pixel par pixel, elle va venir créer ses dessins et elle va faire des choses simples et esthétiques. Quand je disais qu'elle s'inspirait des choses qui l'entouraient, par exemple pour le fichier, elle va juste le représenter avec une feuille. Et le dossier, elle va se représenter le dossier qu'il y avait en carton à l'époque. Et parmi d'autres éléments qu'elle a fait qui sont assez connus, il y a la corbeille. Une fois que t'as plus besoin de ces éléments-là, de ce fichier, de ce dossier, tu les mets à la poubelle, dans la corbeille. Elle va aussi utiliser la disquette qui va représenter le stockage, parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on utilisait, mais aussi elle va venir mettre un petit pointe d'humain en utilisant un curseur en forme de main. Tout simplement. Et là, faut bien comprendre que ce qu'elle a fait, c'est un truc de fou. Ça marche trop bien. Ça marche tellement bien que le concurrent d'Apple, à savoir Microsoft à l'époque, ils vont l'appeler et vont lui dire: Ouais, allô Suzanne? Ouais, c'est moi. Ouais, ça marche trop bien ce que t'as fait avec Apple. Nous, on va sortir Windows 3.0. Y a pas moyen que tu viennes. Bah si, ouais, carrément. Bon, ça s'est peut-être pas passé comme ça, mais en tout cas, elle a accepté. Et la différence, c'est que cette fois, les écrans ont évolué. Elle va pouvoir utiliser la couleur et en faire carrément plus. Donc ce qu'elle a créé, c'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que encore maintenant, on utilise ces éléments-là. On a toujours la corbeille, on a toujours le pointeur avec la main, on a toujours le fichier, le dossier, etc. Et donc effectivement, les designs changent avec le temps, mais le concept il reste le même. Et c'est vraiment quelque chose qui va rester encore.
Ok, maintenant on a la différence entre un icône et un pictogramme, mais l'emoji dans tout ça c'est quoi? Bah l'emoji c'est un icône, mais on va l'appeler emoji parce que c'est utilisé dans une messagerie, genre dans un SMS, dans un mail ou dans un message sur Insta ou TikTok, tu vois. Mais c'est quoi l'origine un peu des emojis? Eh bien en fait dans les années 90, quand on écrivait un message, on pouvait uniquement les composer de texte. Ça limitait vachement les émotions. Tu sais, tu recevais le message de ton collègue, mais tu savais pas s'il était énervé ou s'il était content ou s'il était triste, tu vois. Alors en 1999, Shigetaka Kurita, qui est un concepteur d'interface, il va avoir l'idée de faire des personnages qui vont représenter des émotions. Donc il va s'inspirer de la culture japonaise, mais aussi des mangas et des kanji, pour créer 176 emojis. Et comme Suzanne Kerr, les écrans, ils ont toujours pas des résolutions de fou, donc il va faire des petites grilles de 12 pixels par 12 pixels. Il va venir griser à l'intérieur les carreaux pour en faire ressortir des dessins. Il va pas seulement créer des personnages qui représentent des émotions, il va aussi faire des emojis qui représentent les transports ou encore la météo ou encore des objets de la vie courante. Et donc c'est lui, Shigetaka Kurita, qui est considéré comme le père des emojis. Et si un jour tu vas à New York, passe au MoMA, il y a une exposition dédiée à ces emojis. Ok, mais maintenant les écrans, ils ont évolué, les pixels c'est terminé, et maintenant il y a de la couleur. Et les emojis, ils sont la plupart jaunes. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont jaunes? Bah en fait, en 1963, il y a une compagnie d'assurance qui a un problème. Son problème, c'est que ses employés, ils ont vraiment le moral au plus bas, quoi. Ça va plus, ils ont plus envie de travailler, ils ont plus de motivation, c'est devenu nul, quoi. Mais du coup, quel rapport avec les emojis? Eh ben en fait, ils vont faire appel à un graphiste qui s'appelle Harvey Ball pour lui dire trouve-nous une solution. En fait, c'est un graphiste américain qui est déjà connu pour ses travaux sur les émotions, et donc pour résoudre leur problème, il va avoir une idée toute simple. Il va juste créer un rond avec un sourire, deux yeux, qu'il va appeler tout simplement Smiley Face, et il va le faire tout jaune pour représenter la joie. Une fois qu'ils ont ce petit personnage, ils vont venir le mettre de partout. Il va y en avoir sur des posters, sur des pins, sur les fournitures de bureau, les stylos, etc. Il y en aura de partout. Et en fait, ça va un peu marcher. Les employés vont se dire bah ouais, moi aussi j'ai un peu envie de sourire, tout, c'est un peu cool. Et c'est comme ça que le smiley jaune est né. Bon, j'ai pas envie de péter l'ambiance, mais on peut pas dire que Harvey Ball soit à l'origine de l'emoji jaune. Ok, Harvey Ball a créé ce petit dessin en 1963, mais les emojis, ils sont utilisés surtout dans les années 90 et au Japon. Et ils connaissent pas vraiment Harvey Ball au Japon. C'est juste que c'est une évolution. Ils ont représenté l'emoji jaune parce qu'ils voulaient le différencier avec d'autres éléments, mais aussi parce que bah ils ont eu la même idée, ça représente la joie tout simplement. Ok, bah voilà, vous savez la différence entre les pictogrammes, les emojis et les icônes. D'où ça vient et pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le pourquoi. Toutes ces personnes-là qui ont créé les emojis, les icônes, les pictogrammes, etc., ils viennent tous de cultures complètement différentes et d'époques différentes, mais ils avaient tous le même souci, c'était comment on va faire pour faire passer des émotions et comment on va pouvoir casser les barrières de la langue. Que ce soit utilisé sur des panneaux de signalisation, sur nos écrans, sur des messageries, ça fait vraiment partie intégrante de notre quotidien. Et donc, je pense qu'on va continuer d'utiliser tous ces éléments-là parce que on est de plus en plus connectés sur nos écrans et en plus, on peut voyager de plus en plus facilement. Et dernier point, c'est que ces éléments-là, c'est des éléments qui sont utiles depuis tout temps. Grâce aux pictogrammes néolithiques, on arrive à savoir comment les gens vivaient et sûrement qu'avec nos pictogrammes actuels, les générations futures sauront comment nous, on vit. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis à commenter votre emoji préféré. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!